2.3. Et là, on va parler plus précisément des voitures et des différences entre des voitures thermiques, donc des voitures à essence ou diesel, et des voitures électriques ou hybrides. Donc, ce qui est important à bien comprendre, c'est que pour pouvoir évaluer et calculer l'impact réel d'une voiture, euh, puisqu'on parle de voiture sur l'environnement, il faut prendre en compte absolument tout ce qui se passe tout au long de sa vie. On parle de 3 étapes. Il y a l'étape de la fabrication, de son utilisation et de la destruction. Et c'est seulement en calculant les émissions carbone qui vont être émises tout au long de ces 3 étapes que l'on pourra évaluer si une voiture est plus polluante qu'une autre. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, pour le moment, il s'avère que les voitures hybrides et les voitures électriques restent passablement polluantes malgré tous les progrès qui ont été faits. Je m'explique. Si je prends l'exemple toujours de la voiture, il faut que je vérifie, ok, pour sa fabrication, quels sont le type d'émissions de carbone qui ont été émises. Pour la production des batteries, si je parle d'une voiture électrique, au point de vue de l'usine qui fabrique les pièces, qui met en place les pièces, les matières premières, d'où viennent-elles, comment ont-elles été extraites du sol, comment sont-elles fabriquées, etc., etc. Ensuite, il va falloir que je fasse un bilan de la deuxième étape qui concerne l'utilisation. Est-ce que la personne roule que des tout petits trajets qui consomment plus? Est-ce qu'elle roule à la montagne avec des monstres montées, des monstres descentes? Est-ce qu'elle se fournit de l'essence à la station-service ou est-ce qu'elle se fournit en branchant sa voiture électrique à sa prise, mais l'électricité qui sort de sa prise, est-ce qu'elle est produite par des panneaux solaires sur le toit ou est-ce qu'elle est produite par de l'énergie nucléaire ou est-ce qu'elle est produite par de l'électricité hydraulique, enfin à base d'énergie hydraulique. Donc tout cela évidemment aura un impact sur la pollution qu'émet ma voiture. Enfin, il y a aussi la question de la destruction, et là, typiquement, la voiture électrique a encore un grand chemin à parcourir, parce qu'on reste assez perplexe sur la question du recyclage des batteries. C'est bien joli d'avoir des voitures qui ne roulent pas avec du pétrole, puisque, comme je l'ai dit auparavant, le pétrole reste un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Néanmoins, lorsque 50% de la population mondiale roulera avec des batteries électriques, que va-t-on faire de toutes ces substances, d'accord, les batteries sont faites avec des substances bien particulières, et que va-t-on faire de toutes ces batteries qui ne fonctionneront plus au bout de 10-15 ans? Donc tout ça, c'est des questions qu'il faut prendre en compte. Et du coup, vous avez ci-dessous un tableau. Alors ça date de 2013, hein, les chiffres ont certainement changé, puisqu'il y a d'énormes progrès qui sont faits, hein, parce que c'est aussi une course économique de savoir quel est le fabricant qui arrivera à produire la voiture la moins polluante. C'est le jackpot hein, financier pour cette compagnie-là. Néanmoins, on voit qu'à la fabrication, donc à la production, eh bien, les voitures hybrides ou électriques sont plus polluantes que des voitures thermiques. On voit par contre qu'elles émettent moins d'essence dans leur utilisation, et tout ça, il faut encore le pondérer à est-ce que l'électricité qui nourrit la voiture, si j'ose dire comme ça, est-ce qu'elle provient d'énergie renouvelable ou non? Et tout ça reste à déterminer et va changer évidemment tous ces calculs qui sont là. Il faut évidemment pas apprendre ces chiffres par cœur, pour moi en tout cas, mais comprendre que voilà, tout n'est pas blanc ou noir, et on a un espèce de gris là au milieu où finalement avec les années on ne sait plus trop si, voilà, si quelques utilisateurs roulent avec des voitures électriques, c'est une très bonne chose. Lorsque tout le monde roulera avec des voitures électriques, si on ne développe pas des énergies renouvelables, euh, contrairement aux énergies fossiles, je rappelle que les énergies renouvelables, ça peut être l'éolien, le solaire, la géothermie. Géothermie, d'accord, c'est par exemple tout ce qui est pompe à chaleur hein, dans les bâtiments, où on va forer un trou pour aller récupérer la chaleur qu'il y a sous la terre à plusieurs dizaines de mètres. Et cette chaleur-là produit de l'énergie. Hein. Donc, si on développe ce type d'énergie renouvelable et qu'elles servent à alimenter les voitures électriques, bah on aura un bilan qui sera beaucoup mieux que si on continue à produire de l'électricité à travers des centrales nucléaires, etc. Quoique, ce que je dis est encore à discuter, puisque l'énergie nucléaire, une fois que la centrale est construite et qu'elle fonctionne, l'énergie nucléaire, d'un point de vue de l'émission des gaz carboniques, est plutôt propre. Alors, on peut dire qu'elle est potentiellement dangereuse, tout ce que vous voulez, mais du point de vue juste gaz à effet de serre, c'est de loin pas la pire, au contraire. Puisque une fois une fois que l'uranium a été travaillé pour produire de l'énergie, c'est que de l'eau, hein, enfin de la vapeur d'eau qui s'échappe des cheminées. Donc
en tant que tel, ça produit peu. Après, reste la question des déchets, etc. Mais ça, c'est un autre débat. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un jour ensemble. Enfin, pour terminer le chapitre, vous avez ce concept de développement durable qui est extrêmement à la mode. On entend les politiciens qui en parlent, les scientifiques en parlent, etc. C'est un concept qui est là appliqué à la mobilité, mais qu'on peut appliquer à tous les systèmes, à tous les domaines de la vie quotidienne. Lorsqu'on applique ça à la mobilité, c'est qu'on veut faire cohabiter de la manière la plus pertinente possible un environnement sain avec une situation sociale saine, ça veut dire avec une amélioration de la santé des gens, du confort des gens, de la sécurité de la population, et une économie qui fonctionne quand même. Parce que de nouveau, c'est ce que je disais avant, tout n'est pas noir ou blanc, c'est bien joli de vouloir faire quelque chose contre le réchauffement climatique, mais on ne peut pas, il ne faut pas se leurrer, il faut de l'argent pour impacter ce fameux réchauffement climatique. Et si l'économie s'écroule, et si l'argent n'est plus produit par les diverses entreprises, eh bien on n'arrivera jamais à changer les choses. Donc il ne faut pas opposer les choses l'une aux autres, mais au contraire, il faut essayer qu'ensemble, il faut trouver un équilibre entre ces trois entités, donc sociale, économie et environnement, pour pouvoir trouver des solutions qui satisfont tout le monde et qui ne vont pas justement avoir des effets pervers où si on oppose environnement et économie, on ne va jamais s'en sortir. Ça sera politiquement indéfendable et économiquement, de nouveau, il faut que les gens investissent dans l'économie durable, dans l'environnement, pardon, et dans des énergies renouvelables. Et pour que les gens investissent, il faut de l'argent qui vienne de quelque part, d'accord ? Donc voilà, ce terme de développement durable, il faut vraiment bien comprendre que c'est pour que on arrive à trouver un équilibre entre ces trois secteurs et qu'on arrive à les harmoniser et à les équilibrer pour atteindre un but ultime de développement durable qui ne s'arrête pas que à l'écologie, mais qui touche aussi la sphère sociale et la sphère économique. Voilà, j'espère que je suis un peu plus claire que ce que j'ai l'impression d'être mon travail.